Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. En guise d'introduction pour aujourd'hui, une confidence. Derrière les belles intentions et les grandes phrases ou les envolées plus ou moins lyriques chargées de lui donner un sens, ce podcast est avant tout motivé par un but égoïste. Il s'agit pour moi d'écouter et de parler, parfois un peu trop, avec des gens dont le parcours et les lectures m'intriguent. C'est le cas avec mon invité du jour, libraire en sciences humaines engagé et avide de partage. Si nous nous sommes croisés à plusieurs reprises, nous n'avions jamais eu le temps de discuter vraiment. C'est désormais chose faite, et j'espère que vous y prendrez autant de plaisir que moi. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Pierre Doué, libraire au Montant-l'Air à Paris. Bonjour Pierre. Salut Jérémy. Eh bien, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Écoute, ça va être à mon tour de te remercier. J'ai eu l'occasion d'écouter le premier volet. Je me retrouve vraiment dans ta démarche, dans ton approche de la librairie et des métiers du livre au sens large. Donc, c'est un vrai plaisir de causer avec toi aujourd'hui. Merci. Écoute, on a eu un tout petit peu l'occasion de l'évoquer ensemble, mais je dois aussi un petit peu l'idée de cette série d'entretiens à un projet que tu avais eu, dont on va parler dans quelques minutes, un projet que tu avais mené à côté de la librairie, donc on en parlera, mais du coup voilà, encore moi aussi merci de tout ça. On va creuser ces dimensions de lecture et de centres d'intérêt commun. Je suis content parce que tu es le premier libraire en activité que je reçois. Je vais donc te laisser ouvrir les cartons si tu veux bien le faire. Allez, c'est parti. Comme ce matin, comme demain matin, on y va. Et donc on y va avec tous les livres. On va essayer d'en aborder quelques-uns. La somme de bouquins que tu m'as proposé. Et avant d'attaquer le premier, je te propose donc, ce qui est un petit peu le rituel du début de ces entretiens, je te propose la citation que nous a proposée notre intervenante précédente. Notre intervenante précédente, c'était Christiane Geoffroy, qui est une artiste et qui était également une cliente à l'époque où j'étais libraire, à qui j'avais sympathisé. Elle a écrit un livre autour de son travail et du changement climatique, et elle nous a proposé que nous commencions l'entretien avec cette phrase qui est dans son livre. Je te la cite. Albert Einstein est au Japon pour un cycle de conférences. Un coursier lui livre un télégramme dans sa chambre d'hôtel. Comme il n'a pas de monnaie, et pour ne pas laisser l'homme repartir les mains vides, il rédige le secret du bonheur sur un papier frappé du logo de l'Imperial Hotel Tokyo. Je cite, « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Et avant de te laisser rebondir là-dessus, je tiens à préciser que personnellement, je pensais que c'était une citation de Mao. Et d'après Internet, ça pourrait également être une citation de Lénine. Et je te laisse rebondir là-dessus. Ah ouais, là, c'est ample comme perspective. Là. Ça donne le tournis même presque. Écoute, non, franchement, là, je trouve que c'est très beau. Ça mériterait une dissertation d'1h30 derrière. On va un peu aiguiller ça, volonté, chemin, etc. On va faire deux, trois mots avant de parler des livres c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir maintenant, sur le mouvement contre la réforme des retraites en cours, la mobilisation des libraires, et cet épisode qui sera donc diffusé la veille de la journée du 7 mars, qu'on espère fructueuse, avec énormément de monde et de libraires et au-delà des métiers du livre dans la rue. Tu es largement partie prenante de cette mobilisation pour son versant parisien. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en 2-3 mots quelles actions vous menez, puis parler peut-être un petit peu du collectif Carton Plein que tu as initié et où nous nous sommes rencontrés, et qui est un peu à la manœuvre dans cette mobilisation? Ouais, écoute, c'est plein d'énergie qui s'agrège. Donc ouais, on avait fait un petit bout de chemin à Carton Plein, toi et moi. C'est un collectif qui a eu un mérite, en fait, c'est de sortir les libraires de l'isolement. C'est-à-dire, on est dans des métiers où on est un peu tous chacun dans notre coin, dans des structures plus ou moins grandes, des structures où ça se passe plus ou moins bien. Et il nous avait semblé important, c'était déjà pendant un précédent mouvement social, c'était 2019, avec l'aide d'étudiants métiers du livre de Saint-Cloud, d'ouvrir un espace de discussion. Et écoute, ça avait créé un appel d'air, c'est-à-dire je pense que ça venait répondre à un manque criant d'espace, de parole,
d'organisation, et puis à terme, on voulait en faire un espace d'autodéfense par rapport à ce qui se passe des fois négativement dans certains lieux. Bon, il se trouve que le chemin faisant, ça c'est devenu, il y a eu vraiment des liens affinitaires très forts qui se sont faits. Et en parallèle, existait et existe toujours une section CGT libraire, et qui donc en fait ces deux démarches qui étaient un peu chacun dans leur couloir jusqu'à présent sont en train de se rejoindre, et puis de former une nouvelle entité avec des gens même qui étaient dans aucune de ces deux structures et qui ont envie de faire des trucs. Donc bien évidemment la retraite c'est un prétexte, parce que voilà, le propos il est plus ample, et c'est conditions de travail, c'est rapport au temps libre, c'est toute une série de thématiques, et puis c'est voilà, on a beau faire un métier passion, on est dans des niveaux de rémunération qui sont peu élevés pour employer un euphémisme, et puis avec voilà des fois une considération qui notamment pour les plus jeunes, pour les apprentis, qui fait défaut. Donc voilà, c'est toutes ces raisons-là qui font que les libraires sont pas à côté du mouvement retraite, ils sont partie prenante, et on va peut-être t'auras envie d'en dire un mot aussi, enfin de me demander sur la création de ce book block qui est pas une création originale, qui est un hommage à une série d'actions qui étaient menées par des manifestants italiens il y a une dizaine d'années, et qui avait également fait l'objet d'une reprise par des bibliothécaires en lutte en 2019. Et donc bon, là on n'a pas demandé la permission, on a imprimé sur du PVC des couvertures de livres qu'on aime bien, et on s'est dit que c'était un moyen de rendre la lutte à la fois visible et joyeuse, quoi. Ouais, et du coup, c'est sous ce nom-là que ce collectif peut être aussi retrouvé sur les réseaux sociaux, parce que ça passe aussi par là si vous voulez Absolument. prendre contact avec eux, avec elles et eux, et les soutenir. Ouais, et puis on a donc hier soir on avait une fête au lieu-dit, qui est un endroit que tu connais bien, parce que c'est là qu'avaient lieu la plupart des réunions du collectif Carton Plein. Ouais. Et donc hier on a lancé une caisse de grève, et on a eu un appui amical politique de gens très chouettes, dont Ludivine Bantini, dont Diati Diallo, dont Yves Pagès, et également de collectifs de gens en lutte dans le 20e arrondissement, enfin qui est l'arrondissement de ce bar, et puis de salariés de la Fnac, Saint-Lazare, qui pareil, qui sont en lutte. Voilà, donc c'était un moment très joyeux et très très cool, quoi. Et hybride, et qui donne un peu de place à différents aspects de nos métiers, et qui se base aussi un petit peu sur ce qu'on va voir aussi là ensemble, sur quelque chose d'un peu d'affinitaire, ce qui était aussi une dimension importante, moi il me semblait, dans Carton Plein, à l'époque où j'y étais, mais encore maintenant. Et c'est aussi d'ouvrir un espace pour discuter, y compris parler simplement avec d'autres personnes de nos métiers, de ce qu'on vit. Et tu avais proposé d'initier également dans cette idée, c'est pas de l'autodéfense, mais d'auto-formation, des cycles de rencontres avec des auteurs, des éditeurs, des autrices qui viendraient présenter leurs livres essentiels pour se constituer une base de référence un peu commune. Ouais, absolument. C'était avec Guillaume, un ami qui travaillait dans une librairie pas loin du Mont-en-l'Air où je bosse, et voilà, on avait l'idée de faire c'était une histoire d'eux en 20 livres. Donc on a fait la science-fiction politique, on a fait l'édition critique, on va faire l'écologie radicale, enfin voilà, quelque chose qui se rapprocherait de la critique de la technologie et du progrès, et une optique écolo au sens un peu large. Donc ça, Mhm. on le fera une autre fois. Mais voilà, de thématiser, et puis de demander à un auteur ou une autrice de choisir 20 livres dans sa bibliothèque, les 20 livres de référence, hein, qui l'ont construit, qui l'ont nourri, qui l'ont structuré intellectuellement.
Voilà, j'aurais pas dit mieux. D'ailleurs, c'est ce que je dis en reprenant sûrement indirectement tes mots. Et du coup, c'est à toi d'une certaine façon, de passer sur le grill. Ouais. Et si je prends ta liste donc des lectures qui t'ont construit toi avant la deuxième partie où nous parlerons des rencontres principalement que tu as pu mener professionnellement, j'imagine que celles et ceux qui nous écoutent depuis le début ne seront pas forcément étonné de voir tout en haut de cette liste, et peut-être pas seulement pour des raisons alphabétiques, 2 titres de Pierre Bourdieu. Tu m'as indiqué Intervention et Contre-feu, que je veux bien que tu nous présentes pour commencer. Ouais, avec plaisir. Juste pour faire le lien entre parce que voilà, les deux parties, c'est-à-dire le côté production intellectuelle et puis les rencontres humaines, pour moi c'est totalement indissociable. Ça veut dire que moi je crois que les idées, les livres et les rencontres humaines, elles sont corrélées, enfin elles s'articulent, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire le métier de libraire. Donc voilà, c'est vraiment un truc juste essentiel. Bourdieu, écoute, Intervention et Contre-feu. Bon, j'ai choisi 2 livres. On dit souvent que Bourdieu a mis du temps à s'engager politiquement, que notamment il avait été absent de mai 68, où il l'avait regardé un peu de loin. Bon, il y a quand même eu toute une série de prises de position, notamment sur la question algérienne, où il a fait des terrains, voilà, qui font relativiser un peu ce propos. Toujours est-il que moi, en fait, ma politisation et mon envie de lecture, ça a été la découverte de titres de presse alternatifs, ou voilà, comme Le Monde diplomatique, comme Plan B. Et donc assez naturellement, après, voilà, je suis tombé sur la petite collection Raison d'agir, où il y avait le livre sur la télévision, où il y avait le livre Contre-feu, qui était décliné en deux tomes. Ouais. Et qui regroupait des interventions politiques. Donc, en gros, on est à la fin des années 90, début 2000, et voilà, on a ce qu'on appelle la mondialisation heureuse, et un certain nombre d'intellectuels, pas si nombreux, décident dans le sillage de Pierre Bourdieu et dans le sillage du mouvement contre la réforme des retraites déjà et de la Sécu de Juppé en 95, tout ce mois de décembre. Avec des blocages, voilà, ça peut donner des idées pour aujourd'hui. Il y a un certain nombre de prises de parole, prises de position de Bourdieu, et notamment une critique du marché, du néolibéralisme. On parlait pas trop de capitalisme dans ces écrits-là, mais voilà, il prend position à travers une série de tribunes, de contributions, soit à titre personnel, soit de manière collective, parce qu'il n'était pas, il se percevait pas de la même façon que Foucault, Sartre, comme intellectuel total. Je pense qu'il était vraiment plutôt sur des prises de position sur des thèmes vraiment précis. Et moi, ça m'a nourri. Ça veut dire que j'y ai trouvé plein d'éléments critiques, plein d'outils de compréhension du monde social. Et ça a été, je pense, un point de départ. Donc maintenant, je suis moins bourdieusien qu'il y a 15 ans. Je pense que je suis devenu plus libertaire, moins étatiste, mais voilà, il n'empêche que ça a été un point de départ dans la construction théorique qui est la mienne, et que les deux textes là que je t'ai mis sur la liste, ils avaient le côté format un peu court, un peu resserré, et puis quand même cohérence d'ensemble. Je les trouvais vraiment, ça m'a servi de boîte à outils et puis ça a ouvert mon appétit pour aller lire d'autres choses sur tous ces thèmes de l'État social, de la main gauche de l'État, et puis de la casse du service public, quoi. Oui, et ça a été une entrée vers une galaxie et un univers. C'est sûr que quand on regarde d'autres livres, on peut voir Serge Halimi, Noam Chomsky, etc. C'est une galaxie à laquelle tu as fait connaissance, on va dire, à travers tout d'abord Bourdieu. Et donc là, c'est effectivement, on est fin des années 90, début 2000, et donc c'est la Raison d'agir. C'est une maison d'édition, tu me dis si je me trompe, qui a été initiée, fondée par Pierre Bourdieu lui-même à cette période-là. Absolument.
et dans laquelle, pour faire le lien avec un autre auteur qui t'est cher, auteur et éditeur, mais on va surtout peut-être parler de l'auteur, il a également édité un livre d'Éric Hazan, Ouais, qui c'est un s'appelle peu plus tard parce que c'est en 2006, mais voilà, moi ça a été enfin Razan, il fait partie des figures enfin essentielles dans mon parcours de lecteur en tant qu'écrivain, historien et éditeur. Et donc donc voilà, c'est le fait qu'il ait été édité à raison d'agir, c'était une époque où j'en achetais abondamment, ça m'a fait connaître le personnage, ça m'a fait connaître sa pensée, puis ça m'a donné envie d'aller lire des ouvrages de sa maison d'édition La Fabrique, qui existait déjà. On était dans la période où il y avait les textes du Comité Invisible que je t'ai pas mis dans la liste, mais voilà qui commençait, enfin le premier L'Insurrection qui vient sort en 2007. ouais. Voilà, c'est cette période-là. C'est une période aussi où il y a l'affaire Tarnac. Donc, du coup, moi, ça m'a un peu donné envie d'aller regarder ce catalogue et puis de lire les très beaux livres d'Azan, notamment celui sur la Révolution française que je trouve exceptionnel parce qu'il décentre l'histoire. Souvent, on a une image de la Révolution française comme des figures un peu de style type prise de la Bastille, type on guillotine Marie-Antoinette Oui. et le roi. Et en fait, lui, il en fait une histoire très incarnée, très pas que parisienne en fait. C'est-à-dire les assemblées, les prises de parole des paysans. Enfin, tout ça, c'est vraiment. Il a fait un travail de recherche incroyable. Et puis voilà, réhabilité aussi. Enfin, souvent, on a notamment. Alors moi, j'étais trop jeune, mais au moment du bicentenaire de la Révolution française, on avait tendance à dire que cette révolution n'était pas nécessaire et que toute révolution finissait dans un bain de sang. Et ben, en fait, cette histoire-là, notamment les passages un peu plus compliqués à analyser, la terreur, voilà. Et moi, j'ai trouvé que Hazan, il en parlait d'une manière extrêmement brillante et documentée. Et ça m'a nourri et ça m'a donné envie de lire plein de choses, notamment après sur tout ce que La Fabrique a fait autour de l'histoire des révolutions au 19e siècle, quoi. C'est-à-dire en gros, de tirer un fil qui irait de 1789 jusqu'à la Commune de Paris. Oui, et là, du coup, c'est le Hazan, c'est au croisement entre le Hazan auteur, entre guillemets, dans sa propre maison d'édition, et le Éric Hazan éditeur, donc la maison d'édition La Fabrique, qui a une partie de son catalogue importante consacrée à tous ces mouvements révolutionnaires. Et l'un t'amène vers l'autre. Mais du coup, tu découvres d'abord Éric Hazan via LQR, et après, ça t'amène à La Fabrique, c'est ça? Ouais, absolument. Et puis, alors je sais plus exactement les dates, mais je sais aussi que, alors c'est pas sorti à La Fabrique, mais ces livres sur Paris, l'invention de Paris, voilà, ça a été aussi une claque. Ouais. Je les ai lus, je pense que je les ai lus un peu tardivement parce que j'habitais pas à Paris et que voilà, quand c'est comme un guide de voyage, quoi. Le livre d'Azan, tu l'as dans la poche et puis tu t'apprends, c'est un niveau d'érudition et puis d'empathie avec les classes populaires, enfin qui est brillant, quoi. Donc Ouais. ça c'est quelque chose que j'avais, je me souviens au moment où j'arrive à Paris, donc un peu plus tard, dans la poche, et puis je me documentais, j'allais me balader dans les quartiers et puis j'accompagnais ça de la lecture de l'invention de Paris, quoi. On a eu à peu près la même expérience, je dirais. Et j'aime bien le sous-titre, si je me trompe pas, du livre L'Invention de Paris, ou du moins peut-être le sous-titre de l'édition de poche, qui doit être en point. Il n'y a pas de pas Il, perdu, c'est il ça, n'y a ouais. pas de pas perdu, ouais. Ouais. Exactement. Et je trouve ça très beau, et ça correspond, je trouve, aussi assez à cette espèce d'appétit, de gourmandise presque de Hazan quand il parle de Paris, quelles que soient les formes, hein, même les petites chroniques dans un de ses derniers livres, où c'est un peu plus des fragments sur des petits lieux, mais qui sont toujours justes, toujours touchants, et avec cette dimension à la fois populaire et à la fois politique, y compris dans des Absolument. choses très simples, on va dire, qu'on voit pas quand on n'a pas ce regard-là, en fait, et qui nous ouvre, qui nous met sous les yeux, je trouve.
Clairement. Ouais, c'était vrai dans celui que tu mentionnes là, le tumulte de Paris. C'était. Ouais. Et puis c'est un hommage à moi des quartiers que j'adore en fait, hein, Belleville, Ménilmontant, où j'habite, où je passe 90% de mon temps. Voilà, c'est vraiment un amoureux de ces quartiers-là et il les retranscrit d'une manière géniale, quoi. Ouais. Et donc tant qu'on y est, écoute, on va continuer avec les grandes figures un petit peu incontournables de l'édition et spécialement de l'édition critique. Tu as également mis dans la liste François Maspero et son titre. J'imagine que il fallait faire un choix. Son titre assez autobiographique, Les abeilles et la guêpe. Exactement. François Maspero, dont on reparlera à la toute fin de l'émission. Mais est-ce que tu peux également nous le présenter et l'inclure un petit peu dans le lien avec l'édition actuelle, peut-être? Bah ouais, écoute, bah bon, c'est très banal, hein, quand on est libraire, enfin dans une librairie politique, de mentionner Maspero, mais voilà, ça aurait été un manquement de pas le mettre dans la liste. Et puis après, voilà, c'est toujours de déterminer. Moi, il m'a semblé que les abeilles et la guêpe que je cite, enfin que j'ai inclus dans la sélection, c'était ouais celui qui parlait de son parcours, qui parlait de son rapport à la résistance. Voilà, son frère a été tué. Enfin, toute une partie de sa famille a été déportée. Il a connu ce que c'est résister pendant la Seconde Guerre mondiale. Et, et en fait, il a fait ça toute sa vie, quoi. C'est-à-dire, il a été de tous les combats, notamment toute la période sur la guerre d'Algérie, sur Mm. les combats des coloniaux. Il a toujours appuyé. Il a publié des textes de Fanon au moment où c'était interdit. Enfin, il a eu des emmerdes avec le gouvernement. Il a eu des emmerdes avec l'extrême droite. Et voilà, c'est quelqu'un qui est mort il y a pas longtemps, qui est mort en 2015 et qui a marqué enfin l'édition politique, notamment par la fameuse petite collection Maspero qui regroupe 250 titres et qui constitue enfin bon voilà, il y a un certain nombre de titres qui sont marqués d'une époque des années 60, mais sinon qui constituent une sorte de bibliothèque idéale parce que c'est très très large au niveau du spectre, c'est-à-dire ça va des mouvements tiers-mondistes à il y a même des textes de Mao, il y a des textes de Trotsky, il y a des textes libertaires, il y a de la poésie arabe, enfin voilà, c'est pluriel. Il y a beaucoup de choses sur l'Afrique aussi, quoi, qu'il met en avant dans nombreux titres. Et donc voilà, ça me paraît son parcours, la cohérence de son cheminement, voilà, il avait vraiment, il a fait école pour un nombre important d'éditeurs et de libraires, je pense. Oui, c'est une grande figure. Donc, il a été effectivement éditeur et il a aussi ouvert une, voire même peut-être plusieurs pendant un temps, si je dis pas de bêtises, librairies. Et avec cette volonté, à la fois, j'ai eu une réflexion sur le catalogue intéressante, comme tu dis, avec des textes assez larges d'esprit. Alors toujours évidemment dans la critique sociale, toujours politique, etc. Mais sans restriction ni de type de pensée, ni de parti, ni de courant. Exactement. Vraiment une idée d'être à l'affût et de comment dire, de sentir et de publier autour de ce qui se passait, de ce qui lui semblait important Mmh. dans les luttes de l'époque. Et c'est vrai que même si certains livres maintenant sont peut-être datés ou correspondent à des pensées qui sont plus trop d'actualité, la collection et le fond restent aussi un témoignage d'une pensée, d'une époque intellectuelle, etc. Et ont aussi de l'intérêt pour ça, parce que c'est Ouais. un souvenir d'une époque révolue, Ouais, mais ouais, qui et a puis eu beaucoup de bon, sens. faut préciser, là, il y a la maison d'édition La Découverte qui fête ses 40 ans et qui s'est construite, voilà, au moment où Maspero a donné ou a vendu à un franc symbolique la maison à François Gesse qui l'a reprise. Voilà, quand on lit Louise Michel ou Fanon à La Découverte, en fait, on lit les choix de Maspero. Il y a
enfin dans les années 60, quoi. Oui, il y a encore. C'est un catalogue qui, pour partie, continue d'exister à travers, Absolument, ouais, complet. principalement en grande partie à travers les éditions La Découverte, qui en sont un héritier d'une certaine façon. Ça nous aura fait une entrée pour la dimension un peu historique. Donc, si je synthétise, tu commences tes lectures politiques par des lectures contemporaines, on va dire, de la politique et de l'actualité, années 90, années 2000, et ensuite là, on est sur des choses plutôt comment dire, de découverte de mouvements un peu plus anciens ou de textes un peu théoriques. Là, il y a une série où je vois Daniel Guérin, je vois Orwell. Est-ce que tu as eu un espèce de fonctionnement à rebours, c'est-à-dire en découvrant, en t'ouvrant au mouvement contemporain, ensuite d'aller chercher dans quelle tradition, on va dire, il s'inscrivait? Ouais, clairement, il y a ça. Moi, l'histoire, j'ai longtemps pas été très fan, et en fait, j'ai eu besoin, une fois que j'ai commencé à avoir une pensée politique un peu stabilisée, d'aller creuser sur des expériences, voilà, comme la guerre d'Espagne, comme la Révolution russe, comme la Commune de Paris, enfin toutes ces expériences très documenté, et de le faire par un biais un peu plus littéraire, quoi. C'est-à-dire Orwell, quand il écrit Hommage à la Catalogne, il y a un style, et puis ça raconte l'ennui, ça raconte l'ennui quand on attend sur un terrain, un champ de bataille, et qu'il se passe pas grand-chose, que il y a des passages très beaux sur le Barcelone libertaire, où voilà, où il y a plus de patron, il y a que des camarades dans les cafés, on laisse pas de pourboire, enfin Ouais. voilà, parce que c'est quelque chose qui dénote une relation de domination, enfin en tout cas quelque chose de l'ordre de la supériorité, et voilà, il y a plus de garçons de café, et tout ça, c'est-à-dire par le bout de quelque chose d'expérience vécue. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça, et à aller du coup lire d'autres choses comme Daniel Guérin, Daniel Guérin, il y a plus le côté théorisation, mais Oui. sinon un autre titre très très important pour moi, qui était dans la collection Révolution d'Actes Sud, c'était de Babel, c'était Yann Valtin, Sans patrie ni frontières, qui peut se lire comme un roman d'espionnage, et qui est un texte qui fait 700-800 pages sur la séquence de la montée du nazisme à Hambourg. Donc on Oui. suit quelqu'un qui est engagé sur les bateaux, et qui essaye de mener de front la lutte contre la montée du nazisme et contre les staliniens, et qui se retrouve persécuté par les deux côtés, et qui en raconte, voilà. Donc c'est un témoignage, et c'est un récit vécu, mais ça c'est totalement incroyable en termes de narration, et puis de ce qui se déroule, quoi. C'est-à-dire le côté l'histoire personnelle qui raconte la grande histoire. Moi, j'ai pas l'équivalent de ce texte-là, en tout cas, dans Ouais, mes lectures. c'est mieux c'est mieux qu'un roman d'aventure. Ouais. C'est un texte assez incroyable, et du coup, comme à partir de, donc encore une fois, on va diffuser cet épisode le 6, à partir du 7, on sera en grève reconductible. On Donc espère que ça va vous durer, aurez le ouais. temps de le lire. Voilà, profitez-en. Ouais. Ah bah oui, tu veux dire, ouais, c'est mieux qu'un confinement, quoi. C'est ça. Là, faut lire les gros pavés, là. C'est ça, ça permet de lire ces livres dont on se demande quand est-ce que j'aurai le temps de les lire. Et après, une fois qu'on l'a démarré, on lit 100 pages, et on dévore le reste, hein. C'est Oui, sans ambiguïté. ça déroule. Et une autre branche, une autre veine peut-être que je te propose d'explorer ensemble, ce serait les livres liés à l'Amérique du Sud, puisque t'en as indiqué quelques-uns. Peut-être en commençant par pour faire le lien avec les entretiens de la semaine dernière, faire le lien avec le mouvement zapatiste. Est-ce que tu peux nous parler par exemple du livre de Jérôme Bachet, et puis éventuellement de ce classique du monument de Les veines ouvertes de l'Amérique latine?
Bah ouais, là il y a plein de choses à dire. Bon, en fait, le Prisme Amérique latine, il est né de voyages, de plusieurs voyages là-bas, et il est plutôt, alors voilà, c'est pas du tout pour court-circuiter ta question, mais il est plutôt lié à des lectures autour de la figure du Che, quoi. Ouais. Voilà, Guevara, ça a été, enfin, des bios, des écrits, ça a été. Je suis même allé en pèlerinage en Bolivie, là où il a été assassiné. Enfin voilà, donc c'est des lectures qui m'ont nourri là-bas et qui m'ont donné après envie de compléter ça par, bien évidemment Galeano. Souvent Galeano, on parle des veines ouvertes de l'Amérique latine. Moi, je l'ai trouvé très bien Oui. ce texte. Mais il est journalistique. Il a un côté un peu plus, enfin il a vieilli un peu. Enfin je l'ai relu là il y a pas très longtemps. Et moi en fait je préfère comme parcours au, enfin au cœur de l'Amérique latine, je préfère Mémoire du feu quoi, qui est une somme qui initialement c'était 3 livres. Ils les ont les éditions Luxe en ont fait une très belle édition qui est en les 3 volumes ils en ont fait un gros pavé. Mhm. Et donc Mémoire du feu, c'est des fragments, il y a de la poésie, il y a pareil un intérêt pour les traditions, les cultures populaires, pour le peuple quoi, dans toute sa diversité. Et donc sous forme de petits fragments, de petites scénettes, on a l'impression de prime abord qu'on va être sur des choses un peu anecdotiques, qu'on va parler de situations dans une rue avec tel événement, et en fait par le biais des personnes du peuple, il raconte toute l'histoire de l'Amérique latine depuis la découverte avec tous les guillemets de Christophe Ouais. Colomb jusqu'à fin des années 90 quoi. Donc c'est un petit condensé de 500 ans d'Amérique latine avec bah, des, tous les épisodes aussi de révolte populaire, toutes les luttes contre la spoliation des terres pour voilà. Donc faut peut-être commencer par les veines ouvertes, mais après faut vraiment prendre le temps de lire Mémoire du feu quoi, qui est un bijou au niveau du style et au niveau de la proposition quoi, qui est une histoire populaire de l'Amérique du Sud quoi. Ouais. OK. Et quelques mots sur les apatistes? Bah ouais, bah pareil. On dit souvent enfin là c'est le côté très enfin expérience concrète de d'autres façons de vivre, d'autres façons de lutter. Jérôme Bachet, qui est un historien médiéviste, il est installé au Chiapas depuis un paquet d'années, et il avait sorti ce premier texte qui est une description de tout ce processus révolutionnaire qui a, contrairement à plein d'autres expériences, tient voilà, dans un contexte très singulier qui est celui aussi de tension avec l'État mexicain. Voilà, on a un endroit où il y a pas de capitalisme. Voilà, il y a des gens qui s'instruisent, il y a des gens qui transmettent, il y a des gens qui se nourrissent, il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui partagent. Et ça se passe, voilà, ça se passe bien, ça se passe même sur la gestion des conflits. Il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à en tirer. Et je trouve que Bachet, c'est un de ceux qui sait très bien raconter cette histoire-là et qui donne envie d'y aller, qui donne envie d'en faire quelque chose ici, et puis ou juste d'en prendre acte, de prendre acte que il y a des alternatives. On n'est pas condamné à vivre dans le tout marchand et dans le tout urgent, présent. Voilà, on peut être sur d'autres temporalités et sur d'autres aspirations collectives, quoi. Oui, oui, avec un modèle qui n'est pas théorique, mais qui fonctionne au quotidien Ouais. et qui, je sais pas, du coup, là, ça me fait penser à ce que tu racontes sur les lignes chez, ce que tu nous disais il y a quelques minutes, les lignes sur Orwell, de son expérience de Barcelone, à un moment où, il y a eu, une autre vie, une autre façon de vivre, une autre organisation sociale qui a été tentée. Alors du coup, qui a duré bien moins longtemps que ce qui se passe au Chiapas, mais ce même appétit pour découvrir et voir des moments où on a réussi à fabriquer autre chose. Bah ouais, moi je suis très sensible à ça parce que
Enfin, c'est peut-être pour faire le lien avec le début de la discussion, mais là où je me suis un peu éloigné de la socio bourdieusienne, c'est moi j'en ai un peu marre des livres constat, état des lieux, à quel point on est dans un univers marchand, on est condamné à se vendre sur un marché du travail, enfin en termes de perspective, moi, j'ai besoin de choses un peu qui soient pas juste constat état des lieux, mais qui soient plutôt des propositions pour autre chose, quoi. Et quand ça part de l'expérience vécue et de réalité, toi, sans théorisation excessive, je trouve que c'est encore plus puissant, quoi. Ouais. Oui, oui, d'une certaine façon, au moins dans ton parcours, mais je pense que ça fait écho aussi à pas mal d'autres personnes se reconnaîtront là-dedans. Une fois qu'on a compris entre guillemets le schéma général de l'exploitation du système capitaliste, on peut appeler ça comme on veut. C'est sûr qu'il y a toujours moyen de creuser de plus en plus dans de la théorie, etc. Mais on a aussi envie de découvrir des choses qui nous emportent, qui nous portent vers un autre horizon, parce que ça donne aussi de la force, et Bah, c'est un ça. peu le reproche à aussi, enfin, qui a un livre qui a connu un gros succès, c'est les bouquins enfin, l'œuvre de Piketty, elle raconte que les inégalités augmentent sur 2000 pages, sur 1000 pages, puis un deuxième livre de 500 pages, puis, enfin, on sait, quoi. Ouais. Moi, enfin, de le documenter, pourquoi pas. Enfin, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de lire, quoi. J'ai pas envie de documenter ça à l'infini. Je pense que on a besoin de stimulation autre, quoi. Ouais, et d'une certaine façon, enfin d'une certaine façon totalement, j'ai l'impression que c'est aussi le même, des livres plus spécialement sur, par exemple, sur la question écologique. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de lecteurs. Alors là, à toi de me dire ce que tu en penses de ton point de vue, mais et de ton point de vue aussi de libraire, mais beaucoup de lecteurs qui font aussi cette expérience-là par cet angle-là, de dire en fait, moi personnellement, je me suis documenté. C'est sûr qu'on pourrait toujours lire des trucs plus précis, pinailler sur les mérites comparés de tel ou tel truc, rapport d'énergie, etc. Mais de dire, à un moment, on veut aussi des choses, ça peut être par exemple des livres sur Notre-Dame-des-Landes, mais de dire des choses dans lesquelles il y a quelque chose qui a marché, on a réussi à ouvrir un avenir, ouvrir quelque chose et à produire un autre monde, même temporaire, même encore à finaliser, mais pas simplement se farcir la tête avec les problèmes techniques du quotidien. Clairement. Et petit rebond, moi là, c'était un peu, enfin il y avait quelques titres dans la liste, mais on n'aura peut-être pas le temps de trop en parler, mais où on en parlera dans la deuxième partie autour de certaines des rencontres que j'ai eu la chance d'organiser au Mont-en-l'Air. Mais tout ce qui s'est passé au Chili entre 70 et 73, pour moi, c'est très 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 important, quoi. Ça veut dire une société conflictuelle où tout le monde n'est pas d'accord, mais où voilà, pendant les 1000 jours de la présidence d'Allende, il s'est passé dans les quartiers, dans les usines, quelque chose qui était une révolution très intéressante parce qu'elle alliait bah, cadre démocratique avec nationalisation d'entreprises, avec amélioration des conditions de vie de plein de gens, d'accès à la santé, à l'éducation. Et voilà, je pense que c'est ça que j'aime bien dans la quête historique. Elle permet d'aller chercher des motifs d'espoir qu'on peut être sur d'autres aspirations, comme je disais tout à l'heure. Et ça, sur le Chili, sur cette expérience-là, autour du moment Allende, t'as des livres à nous, des références à nous proposer? Bah, écoute, il y a des choses, il y a les témoignages de Carmen Castillo, il y a notamment Octobre à Santiago a été réédité chez Verdier l'an passé. Après il y a des livres un peu plus universitaires. Un chercheur comme Franck Godichaud, il a écrit des textes importants là-dessus. Et puis il y a des films.
quoi. Voilà, moi je pense que le Chili, je l'ai découvert aussi par des films, par des documentaires, notamment celui de Patricio Guzmán, La bataille du Chili. Et Mmh. voilà, donc j'ai du mal à dissocier texte et image sur cette question-là, mais voilà, je recommande fortement d'aller regarder les documentaires notamment de Patricio Guzmán. OK, et on reparlera effectivement, à propos des rencontres, on reparlera la semaine prochaine de Un jour d'octobre à Santiago, si tu veux bien. Avec plaisir. Avant de terminer cette première partie, une curiosité, on va dire. Je Tu m'as envoyé une liste et nous n'avons parlé jusqu'à présent quasiment que d'essais. Est-ce qu'il y a d'autres livres, en gros, est-ce qu'il y a des romans éventuellement ou des BD qui ont compté dans ton parcours, dans ton panthéon personnel, ou est-ce que vraiment tu es quasi exclusivement lecteur de sciences humaines? Ah bah, je dois dire que je suis quasi exclusivement lecteur de sciences humaines. Après, voilà, j'aime Martin Eden de Jack London d'une force enfin, totale. Je sais pas, tu vois, des récits comme l'établi, je l'ai pas mis dans ma liste, mais ça aurait l'établi de Linhart, c'est bon voilà, c'est pas un roman, mais c'est un texte très fort qui résonne avec ce que l'ami Pontus a écrit à la ligne. Voilà, qui pareil, c'est des textes que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous refaire un petit point sur, justement, nous repréciser les conditions, à quoi ça correspond, l'établi et L'établi, c'est une époque révolue durant laquelle les maoïstes allaient bosser en usine pour essayer à la fois de mobiliser leurs collègues et puis de propager des idées révolutionnaires. Donc on appelait ça des établis et voilà, c'est pas une méthode qui a vraiment fonctionné, mais en tout cas il y avait une vraie démarche quoi d'aller c'est également aller près des paysans, aller voilà tout là où potentiellement l'étincelle pouvait jaillir et puis pour faire tout ce travail en sous-main de conscientisation, et puis de mobilisation de la classe ouvrière quoi. Et ce récit-là de Linhart, il est incroyable parce qu'il raconte les premiers, enfin l'arrivée à l'usine et puis les difficultés liées aux cadences intenables, au côté très moutonnier des collègues, enfin voilà, des choses qu'on connaît, mais qui sont très 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 bien mises en avant dans ce texte-là, quoi. ouais, et qui a été évidemment une expérience, extrêmement marquante pour Linhart lui-même, Donc, bien sûr. et qui a été en plus, édité, qui est encore toujours édité d'ailleurs, qui est un grand classique du fond des éditions de Minuit, et qui était aussi comme, à leur façon, comme les éditions Maspero, une grande maison de cette époque, des années 60-70, avec aussi un fond intéressant et important, un engagement certain sur la guerre d'Algérie. On est dans le même bouillonnement intellectuel, on va dire. Ah ouais, absolument. Après Lindon, Jérôme Lindon, qui était le fondateur de Minuit. L'opposition à la guerre d'Algérie, elle se faisait même sur des bases. C'était pas que, enfin, c'était politique, mais c'était aussi un refus de la torture. Voilà, il y avait quelque chose de l'ordre de l'éthique, de la Oui. morale, au bon sens du terme, et puis de l'éthique individuelle et collective, quoi. Et donc oui, ça a été, il a donné il a jeté toutes ses forces pour faire savoir ce qui se passait en Algérie, notamment. Il y a un livre qui s'appelle La question d'Aleg enfin, par le menu, raconte les horreurs et les atrocités commises par l'armée française et à cette période-là, quoi. Ouais, qui est là aussi effectivement un grand texte. Et du coup, tu nous parlais aussi de Joseph Pontus, que je te propose qu'on termine avec lui parce que c'est aussi un texte original qui mérite qu'on en parle, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il a eu un beau succès extrêmement mérité ces dernières années, mais je pense que c'est toujours bien d'en dire deux, trois mots, aussi sur la forme parce qu'il est original dans son style.
Ouais, je trouvais que c'était bien là d'en dire un mot de manière assez spontanée finalement parce que je l'avais pas mis dans la shortlist, mais je pense que c'est le livre que j'ai le plus offert ces 2 dernières années. Je pense que j'en ai acheté pas loin d'une vingtaine d'exemplaires. Je trouve qu'il y a tout là-dedans, c'est-à-dire des choses. Souvent on dit voilà, il y a plus d'ouvriers en France. C'est du pipeau et ce texte-là le montre vraiment toute la singularité d'aller travailler à l'usine le matin, d'aller découper de la bidoche, d'aller de pas avoir envie de se lever, et il le fait d'une manière sensible et encore une fois, ce qui ne gâche rien, avec un plaisir de lecture. Il y a une langue, quoi. Il y a une poésie, il y a il y a une justesse du propos. Enfin, tout ça combiné, quoi, ce qui est con, c'est que il a eu le malheur de s'en aller trop tôt et donc il y aura pas un autre texte de lui, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est quelque chose à transmettre et à faire, à échanger, parce que c'est un des textes de ces dernières années là que sur le travail. Là, on était, comme il y avait les mobilisations, on était en train de ressortir un petit peu les classiques de la littérature prolétarienne ou de la lecture de la littérature autour des questions de travail de l'usine. Et je pense que c'est vraiment il raconte ça de manière excellente, quoi. Oui, pour un témoignage de notre époque, pour notre temps et de cette réalité-là qui n'est pas effectivement forcément la grande mémoire ouvrière telle qu'on l'imagine ou les textes dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais qui est aussi qui est celle d'aujourd'hui. Le bouquin s'appelle À la ligne et pour ne rien gâcher, il est disponible en livre de poche, donc en format poche, pardon, collection folio. Ouais, et c'est effectivement un livre magnifique à lire et à offrir, et qui nous fournit, tu as parlé de transmission, tu as parlé de tout ça, qui nous fournit un beau dernier livre pour cette première partie. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour tes lectures, Jérémy, et tes rencontres professionnelles. Super, merci. C'était le 5e épisode de Constellation de papier. Un épisode enregistré à distance entre Marseille et Ménilmontant le 1er mars, puis mixé et monté jusqu'au 6 du même mois. Il y a 50 ans sortait en salle L'An 01, tiré de la BD de GB. Son sous-titre « On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste ». Vous voyez où je veux en venir, j'imagine. Vive la grève, courage au BookBlock que je vous encourage à suivre, et à bientôt.